Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? C'est nul. Au Paddock Academy, on a de l'énergie, on a de la pêche. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? On a le droit de taper, hein, on a le droit de tout faire. Hein. Ok? Bien, ravi de vous accueillir pour Factory 3, c'est la 3e année, donc on organise. L'année dernière, c'était Industrie et Innovation. Cette année, c'est notre thématique, c'est quelle industrie pour quelle planète. Et donc, on démarre de suite, non pas par une conférence, mais vous venez de déjeuner. Donc, la digestion, c'est quelque chose qui nous apaise, on va dire ça comme ça. Et donc, Paddock Academy, on adore le collectif, on adore travailler ensemble, la coopération. Donc, on va vous coopérer, on va vous faire travailler. Ça vous fait plaisir ? Ça vous fait plaisir? Moyen, moyen. Je vous présente Étienne Ferrer et on l'applaudit bien fort. Alors, normalement, si la tech est bien faite, on devrait avoir ici le pédigré, le CV d'Étienne. Bon, il va arriver. En tout cas, tout événement ne peut se réaliser sans ses bienfaiteurs. Et là, vous les voyez ici, donc Paddock Academy Factory. Et nous avons 4 gros bienfaiteurs. Je commence par le CIC Est, qui est présent depuis le premier jour avec nous. Je passe à la communauté d'agglomération de Haguenau. Alors là, je tiens à dire, on critique beaucoup nos services. Encore hier après-midi, on a appelé 2 services différents de la commune. Ils ont... Alors, c'est travail d'été. Vous savez, travail d'été, dans les communes, on arrête à 15h. On les a appelés à 14h50, 14h55, 2 services différents. Un quart d'heure après, on avait 2 chefs de service différents qui sont venus, qui nous ont réglé les problèmes de manière extraordinaire. On peut les applaudir. Paddock Academy, c'est un tiers-lieu. Ce tiers-lieu, il est vraiment, si vous voulez, on travaille main dans la main avec l'IUT, qui appartient à l'Institut universitaire de Strasbourg, l'Université de Strasbourg. Là aussi, depuis le premier jour, chaque fois qu'on donne quelque chose, tous les gens de l'IUT, à commencer par la direction, ils nous disent oui, et après ils réfléchissent. On peut les applaudir aussi. Merci. Donc aujourd'hui, juste quelques chiffres. Vous êtes 350, c'est pas mal. Plus de 270 dirigeants, managers, etc. C'est génial. Tous les autres sont les acteurs de l'écosystème, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Donc ça nous fait chaud au cœur que vous veniez ici à Haguenau. C'est absolument génial. Étienne, je te laisse, prends l'équipe en main. Voilà. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, ma première consigne, ça va être de se lever, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc moi je suis là pour vous faire un petit peu travailler, mais avec voilà, cette zone-là, on va chanter un petit peu. Et donc pour ça, non, vous allez chanter un petit peu, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. On va commencer par se chauffer un petit peu le corps, même si l'estomac doit être déjà en train de se chauffer. Donc, on va commencer par se frotter. Et on essaye de se détendre le corps. Si vous êtes détendu, les fesses bougent toutes seules. Voilà, vérifiez. Super. Les lunettes, hop, on peut les enlever et on vient se frotter ici, réveiller cette zone ou la réactiver. Petite zone qui va, voilà, les sourcils, là, vous pouvez les masser un petit peu. C'est le moment pour vous. Hop, l'arête du nez, ici, toute cette zone qui vous vibre quand on chante. Les pommettes en dessous, voilà, comme de la pâte à pizza. Voilà, on tire, on tire. Ensuite, je crois que vous avez eu Science-Fiction il y a quelques années, hein, Star Trek, voilà, de chaque côté des oreilles. Ici, cette zone, ça fait du bien. Voilà, normalement, ça fait des frissons si c'est tendu. Et on vient tirer le long de l'eau. Ouais, et on relâche. Et voilà, hop, une dernière. Voilà, toujours dans le thème bien-être, la nuque. Voilà, venez voir ce qui se passe, si c'est tendu, si c'est détendu.
Parfait, on peut reprendre les lunettes. Le premier. Donc, on va juste... Alors, on peut pas se... D'habitude, je fais descendre un peu en bas, mais on va pas le faire pour les premières. Donc, on va juste un petit peu faire résonner ici, voilà. Voilà, et on descend un petit peu juste là, parce qu'après on peut pas y aller. Et on va venir ici se frotter les reins. Voilà, ça fait du bien aussi. Vraiment. Ok, il y a une zone magique pour le chant, c'est ici. Notre diaphragme est attaché là et ici. Et on va venir juste, si vous regardez mes mains, à faire des S, mais attention. J'en fais 3, vous en faites 3. À vous. À moi. À vous. À moi. Super, même chose avec ch. À moi. Ici. Allez, vous voyez la caméra, regardez mes mains. Ah, que ça se passe. Encore une fois, ça marche. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. J'avance parce que le timing est serré. Maintenant, on va faire la même chose avec des T. Je vous le fais et vous faites. Franchement, ça envoie. Bravo. Un autre endroit, voilà. Alors, on va vérifier qu'il ne reste rien de ce midi. Un peu à gauche, un peu à droite. Voilà. Maintenant, voilà, vous êtes face à moi, personne ne vous voit. Et on retire. Avec moi. Voilà, mais sans les mains et sans le bruit. Hop. Ok, super. Maintenant, on va juste on va reprendre nos petits S. Je ne vais pas vous faire bouger trop le diaphragme ici, parce qu'après, ça peut faire des petits... avec le repas du midi. Juste, on va prendre la conscience que notre son est là, ici. Et on va prendre une inspiration tous ensemble, à mon geste, et on va réexpirer. Et en expirant, vous sentez que le souffle, il sort par là, comme ça, et que les côtes restent ouvertes. N'hésitez pas à faire un petit geste comme ça pour sentir. On y va, on inspire. Et on expire. Sur les côtés. Encore une fois. Super. Et maintenant, on va faire ça avec un S qui va tenir. C'est parti, on inspire. Le moins fort possible. Ouais, tenez, allez-y. Et vous gardez la cage thoracique ouverte. Vous gardez l'ouverture. On garde l'ouverture. Et quand il n'y a plus d'air, on lâche. Voilà, c'est le moment de voir qui a le plus. Jacques Mayol, non, personne. Ok, super, merci. On fait la même chose avec ch. C'est parti, 3 et. Voilà, et gardez l'ouverture, on reste grand. Ok, super. Bon, c'est le moment de faire notre premier son. On va partir sur cette note-là. C'est bon. Est-ce que ça marche ici? On peut essayer ça. Déjà, vous essayez de l'attraper, cette note. Juste sur un M, pas trop fort. Et qu'on s'écoute. C'est parti. 3 et... Pas mal, merci. On réessaye. Et... Pas mal. On essaie de faire sans ça. C'est normal. Hein, mais c'est... hein. Encore une fois, on essaye en partant d'en bas, et on reste là. Et... Super, pas mal. C'est notre premier son collectif. Maintenant, vous allez essayer de sentir votre son ici. Il y a un endroit magique ici, quand on lève là, ici, les pommettes se lèvent. On a un super son. On essaie ça et vous, les pommettes bien engagées ici. Et votre son, c'est votre front qui vibre. C'est parti. 1 et... Voilà, le dessert était bon.
Super. Maintenant, on va faire à vous et Ok, le M était pas mal, on a le droit de faire une voyelle maintenant. Nous, à vous, et... Nous, gardez les pommettes, nous, Ok, pas mal, je vois des courageux, je vois des... Courage en train de se rassembler et je vois des... Hein, on va y arriver. Donc maintenant, on va faire un petit exercice. Donc le premier rang, je pense même les 3 premiers rangs, vous allez vous retourner vers l'arrière, s'il vous plaît. Voilà. Les côtés, à ma droite, vous allez vous diriger. Je pense qu'on peut faire, ouais, voilà, tournez-vous vers l'intérieur, voilà. Idem de l'autre côté. Voilà. Et le fond, vous ne bougez pas, vous êtes parfait. Ok ? On essaye de reprendre cette note. Nous. On refait juste un nous et on le tient. Et on s'écoute. Vous n'avez pas besoin de me voir. 3 et. Et tenez-le et écoutez-vous. Ok, bravo. Continuez, reprenez de l'air si vous avez besoin. Voilà, individuellement, sans qu'on vous le dise. Et attention, à mon top, vous allez pivoter lentement vers la droite. Attention, tout en chantant. Top, lentement, vers la droite. Continuez. Et là, vous allez entendre que la salle sonne différemment. Continuez à tourner, lentement. Ça sonne différemment. Tournez, jusqu'à revenir à la position initiale. Ouais. Bravo. Ça commence à s'homogénéiser. Voilà, reprenez votre place, votre direction dans laquelle vous étiez. Continuez le son. Continuez. Magnifique. Ok. Maintenant, merci, stop. Bravo, super, le son s'est créé. Retournez-vous vers moi. On va faire la même chose avec cette écoute. Et on va commencer très très piano, hein, c'est-à-dire le plus doux possible. Et avec moi, on va faire grossir le son et on va le faire revenir. Donc on va faire, ça va être notre pulsation. 3, 4. Et avec 4 pulsations comme ça, on va essayer de faire ce qu'on appelle un crescendo, hein, le plus fort possible. Et avec 4, on va revenir à l'état initial. Ok ? C'est parti ? Refaites-moi votre nous. 3 et... Nous. Le son est là. Le moins fort possible, encore moins fort. Attention, on va démarrer. 3 et 1, 2. Franchement, je suis impressionné. D'habitude, le son, il se coupe tout de suite. On essaie sur 8 pulsations maintenant. Hein. Crescendo sur 8 pulsations et diminuendo sur 8. Nous, c'est parti. 3. 4, 5, allez-y, ouvrez. 6, ça, c'était trop rapide. Ok, il ne faut pas arrêter de chanter à la fin. Hein. Le but, c'est de commencer à son point de départ et de revenir. Ok. Bon, super, bravo. Maintenant, on va en faire un, je juste les timings. Ouais. On va essayer maintenant, le petit challenge pour vous, ça va être de faire on va faire plusieurs voix. Donc, est-ce que dans les hommes, est-ce que certains savent déjà s'ils sont plutôt à l'aise dans le grave ou dans l'aigu ? Personne ne sait, alors c'est moi qui vais attribuer. Ok, on va tous faire cette première partie. On va construire les 4 voix. Quoique non, attendez, avant ça, j'en ai un autre qui va nous mettre en route. Ok, est-ce que tout le monde connaît l'ordre des notes dans la gamme ? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. À vous, 3, et. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Super, maintenant on complique la chose. On va faire l'exercice. Do, ré, do,
Do, ré, mi, ré, do. Vous comprenez la chose? Do, ré, mi, fa, mi, ré, do. On essaye ça tous ensemble? 3 et do, do, ré, do, do, ré, mi, ré, do. Jusqu'au fa? Do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Jusqu'au sol? Do, ré, mi, fa, sol, fa, ouais. Jusqu'au la? Do, ré, mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, ré. Encore jusqu'au si? Do, ré, mi. Accrochez-moi, sol, la, si, la, sol. Mi, ré, jusqu'au do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol. Ouais. Deuxième version, on fait avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. On voit si ça marche mieux avec nous et après on choisit. C'est parti? C'est parti? 3 et 1, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ça marche mieux. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde ça, hein? Ok. Maintenant qu'on a fait ça, la salle en deux, là, on se décale un peu sur ma droite, voilà, parfait. Groupe A, groupe B. C'est parti, groupe A, je vous écoute. On y va, on accélère un petit peu le tempo. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Groupe A, c'est parti. 3 et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, on peut les applaudir, bravo. Merci. Ah, pas trop, sinon après les gens prennent la grosse tête. On y va. Groupe B, 3 et... 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, ouais. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, allez, bravo. Ok. Maintenant, on complique la chose. On va rentrer en décalé maintenant. Donc, groupe A va commencer et ça va faire 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ok? Et après, il va y avoir du ping-pong. Ok? N'hésitez pas à compter sur vos doigts pour savoir où vous en êtes, parce que je ne vais pas pouvoir vous aider. On est prêts? Déjà, on essaye le départ. Attention, je vous coupe si ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'essais. Groupe A, vous êtes prêts? Groupe A, vous êtes prêts? Oui. Ah bah, disons. Groupe B, vous êtes prêts? Oui. Groupe B, ils sont un peu plus prêts que le groupe A. Mais c'est pas. On va peut-être démarrer. Non, c'est pas. A, vous êtes prêts? Donc, je vous rappelle la consigne, ça va faire 1, 1, 2, 1, et après on part, et après on y va. C'est parti? Groupe A, 3, et 1, 1, 2, 1. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Bravo, super. Une minute. Merci. Bravo. Donc, pardon. C'est très impressionnant. Bravo. Surtout les mouvements de tête, c'est parfait. Ok, on va faire A1, A2, B1, B2. Il y a combien? Je crois qu'il y a 10 rangs dans la salle. 5 premiers rangs A1. Les derniers A2, 5 premiers rangs B1, 5 derniers B2. Est-ce que je peux avoir B1, lève la main? B2, A2, A1. C'est parti, donc on va faire A1, A2, B1, B2. On est prêt? On est prêt? Oui. C'est parti. 1, 2, 3 et 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 1. Comptez sur vos mains. Et on s'arrête quand on a fait 8. Hein.
Il faut pas s'arrêter, hein? Ok. Dommage. Prochaine fois, on aura tout le monde. Bravo. Merci Étienne. Voilà, vous êtes réveillés. Je sens un petit peu quand même de déception qu'on s'arrête déjà, mais il faut poursuivre. Donc vous revenez demain, même heure, même endroit. Voilà. Hein? Et pas trop de dessert. On applaudit la fort Étienne. Et donc un passage obligé. Oui, vous pouvez vous asseoir, c'est bon, hein, pas de souci. Sauf toi Claude. Tu interviens maintenant. Voilà. Donc je vous présente Monsieur Claude Sturny, maire de Haguenau, mais président de la communauté d'agglomération d'Haguenau et vice-président de la région Grand Est, chargé à l'économie. Hein, c'est ça, hein, je ne me suis pas trompé. Hein. Tu t'es pas trompé, mais en même temps, c'est moi qui ai Voilà. la charge la plus difficile, c'est d'essayer de vous ramener sur Terre et de vous raconter un peu une autre histoire, une autre musique que celle qu'on vient de chanter tous ensemble. Et je dois dire que l'exercice était impressionnant. D'ailleurs aussi impressionnant que l'idée de vous réunir dans 2 amphis, puisque je pense qu'on ne tient pas dans une seule salle. Mais voilà, c'est la 3e édition de ce Factory et force est de constater que d'année en année, alors Claude et toute l'équipe de la Paddock Academy réussit à remplir cet amphi, ces 2 amphis. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. C'est un plaisir de voir comment, autour de ces questions d'entrepreneuriat, d'innovation, et puis ce qui est notre ADN à nous ici, c'est l'industrie, comment on arrive à se mobiliser, comment on arrive à faire réfléchir ensemble, à découvrir des pépites, comme on a pu le faire tout à l'heure sous le chapiteau. Et je dois dire qu'au nom de tous les élus de l'agglomération de Haguenau, de la ville de Haguenau, on est ravis de savoir que cet événement se déroule chez nous. On va finir par croire que Haguenau est devenu le centre de l'innovation, mais voilà, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, on est ravis de savoir que chez nous aussi, comme ailleurs, eh bien, on réinvente, on invente, on innove, on crée l'industrie dont on aura besoin demain. Alors cette industrie, elle existe déjà, je le disais, c'est dans notre ADN, et en même temps, il y a une nécessité absolue de la réinventer. La réinventer, c'est par rapport à la planète, c'est par rapport à tout ce que vous allez pouvoir échanger ensemble. Je pense que ça doit être pour moi, pour dire que je suis trop long déjà. Non. Ça fait partie de ces gags qu'on me réserve. L'année dernière, c'était comme t'es trop blanc, te balance un café sur le... Et donc, je me suis retrouvé avec le t-shirt de la Paddock Academy qui était, ma foi, très, très réussi. Cette année, je ne sais pas encore ce qu'on me réserve. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes venus, et pas pour m'entendre. Donc, je conclurai simplement en disant que cette édition 2024 vous permette ensemble de réfléchir, ensemble de trouver des solutions. On est dans un monde complexe, on est dans un monde où les réponses ne peuvent pas venir que du monde politique, et Dieu sait qu'on est en plein dans des séquences électorales compliquées. Mais voilà, je compte sur vous, les acteurs de l'économie, de l'innovation, pour faire en sorte que le monde de demain sera meilleur. C'est tout le mal que je nous souhaite, et je vous souhaite une très belle journée. J'avais laissé... Bon, mais c'est plus là, c'est pas grave. Jouons collectif. Toi. 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 Collaborateurs, entrepreneurs, managers, politiques, tous les acteurs de l'écosystème jouons collectif sur notre territoire. Dire que le monde évolue à une vitesse inconnue jusqu'à ce jour
est un euphémisme. Et dans ce monde-là, que serait une entreprise sans ces femmes et ces hommes qui se transforment, s'adaptent aux nouvelles règles du jeu? Une entreprise qui perdure, c'est une entreprise qui innove, qui crée de la valeur, qui est attractive. Une entreprise qui perdure, c'est une entreprise qui vit avec son territoire et qui anticipe les changements de société. À la tête de ces entreprises, il y a des managers, il y a des entrepreneurs. Autrefois garants économiques, leur rôle a bien changé. Longtemps acteur uniquement économique, l'entrepreneur est désormais positionné comme acteur de changement social et culturel. J'insiste, longtemps acteur uniquement économique, l'entrepreneur est désormais positionné comme acteur de changement social et culturel. C'est pas moi qui le dis, c'est Rémi Bourdier dans la dernière newsletter du réseau Entreprendre, qui est sortie il y a 15 jours. Ça tombe très bien. Donc évidemment, c'est une révolution, on ne s'attend pas forcément à ça. Y aller seul, dans ces nouvelles terres de responsabilité sociale et environnementale, peut être difficile. Y aller en équipe, sur notre territoire, avec des pairs, créer des alliances, permet d'être soutenu et d'être plus fort. Notre territoire, parlons-en. Vous ne trouvez pas que sur beaucoup de plans, nous sommes exemplaires. En action, réactif, agile et résilient. Tiens, ce mot résilient. Quelle chance d'avoir une si belle association sur notre territoire, j'insiste, qui œuvre, façonne et fait l'unanimité auprès de ses membres. D'ailleurs, beaucoup sont acteurs de Factory cette année. Un grand merci à vous. Aussi, vous tous, pour nous, pour nos proches, pour notre territoire, je vous propose de réfléchir comment j'accompagne cette transformation. Pas seul, et puis, au Paddock Academy, juste réfléchir, ça ne nous suffit pas. Nous aimons l'action, nous aimons la co-construction, je pense que vous l'avez bien compris. Après la conférence, vous serez donc dans l'opérationnel aux différents ateliers. Saisissez cette chance. Mesdames et messieurs, jouons collectif dès maintenant et prouvons-le. Factory 2024, c'est parti! Il est on. Ouais. J'en profite de la Factory 2024 et jusqu'à 58 bénévoles. C'est déjà avant hier soir plus de 1300 heures de préparation. Donc je pense qu'on peut applaudir tous les bénévoles avec les Bien, vous m'entendez? Le micro fonctionne? Bon, merci de cette invitation. Merci à la Paddock Academy de m'inviter. On va se parler pendant 1h15 autour des questions environnementales, écologiques, environnementales et sociales au sens large. J'aimerais que ce soit extrêmement interactif. Donc par moment, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être que je prendrai les questions à la fin de certains passages pour conduire un peu le raisonnement. Mais l'idée, c'est plutôt qu'on ait une discussion et que ça prépare aussi au temps d'intelligence collective et de créativité que vous ferez après. Ça vous va? Comme oui, d'accord. Alors c'était marrant l'introduction parce que je ne l'ai pas mis là-dedans, mais avant de m'engager sur ces questions-là, j'étais chanteur lyrique et metteur en scène. Voilà, donc évidemment, faire ces petits exercices de chant, ça m'a rappelé de plus ou moins lointains souvenirs. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Par politesse, avant de commencer, je vais me présenter rapidement.
Moi, j'ai monté une organisation qui s'appelle Engage, qui travaille sur l'engagement, ça porte bien son nom, et l'accélération de la transition écologique, à la fois des citoyens et de la société civile, mais aussi des entreprises, des organisations, des territoires. Et pour faire ça, on a monté Engage, qui est une organisation qui est à la fois une association d'intérêt général, qui porte toutes les activités sociétales à but non lucratif, en fait, et puis une entreprise sociale, Bicorp, vous connaissez peut-être, et qui, elle, accompagne plutôt les organisations et les entreprises. En parallèle, j'en parlerai plus tard, on a monté un projet qui s'appelle le Grand Défi des entreprises pour la planète, qui est une sorte de convention citoyenne pour le climat, mais dédiée au climat et à la biodiversité et au monde économique, j'en parlerai un peu après. Et puis jusqu'à très récemment, ça l'est toujours, mais c'est faux, j'étais dans le bureau de la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait la fresque du climat, tiens, par ici? Pas mal. Non, elle est plutôt dans un public de spécialistes, donc je vais pouvoir aller vite sur la première partie. Alors ça va peut-être vous paraître un peu redondant par rapport à ce que vous connaissez, mais je vais quand même faire un tout premier constat très court sur là où on en est de la situation, on va dire, environnementale dans le monde et en France en particulier, pour qu'on soit sûr en quelque sorte d'être d'accord entre nous. Si ça fonctionne. Je vous ai dit que j'étais chanteur lyrique, mais je suis aussi, et c'est ça je crois qui a motivé mon engagement au départ, un fou de pêche de nature. Là c'est la pêche, mais de champignons, etc. Et ce qui a accéléré cet engagement, je crois, c'est de constater progressivement eh bien, que les rivières se dépeuplaient, que les rivières devenaient de plus en plus pauvres, tout leur écosystème, et en particulier les truites. Et ce qu'on ressentait, que moi je ressentais depuis, je sais pas, malheureusement 30 ans que je pêche, ça s'accélérait extrêmement vite. Et ça a été confirmé parce qu'il y a une étude du WWF qui est sortie il y a 15 jours, qui disait qu'en 10 ans, alors je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans le coin. Il y a des pêcheurs ou pas? Non? Non, mais on a le droit de faire du no-kill, donc on va dire qu'on est pêcheurs, mais qu'on ne tue pas les truites, c'est possible. Hein. En tout cas, que la population de truites avait diminué de 40% en 10 ans. Et effectivement, quand on pêche, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de petites, en fait. Il n'y a plus que les grosses vieilles, et les truites ne naissent pas, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, la motivation, c'est un amour de la nature, je crois qu'on a tous, et c'est moi ça qui m'a poussé à m'engager. Alors, le constat rapidement. Ça s'appelle les limites planétaires. Vous savez, c'est les limites à ne pas dépasser. Les 9 limites, on s'est aperçu que finalement la Terre était limitée et qu'il y avait des limites qu'on dépassait sans cesse. Donc dedans, vous avez la chute de la biodiversité, l'eau, le climat, et ces limites, ou l'acidification des océans par exemple, et des limites sur 9, on en a déjà dépassé 6, et est en train de dépasser la 7e. Voilà. Autre constat, alors les premières slides, je suis désolé, mais ne vont pas être très très souriantes, mais après, on essaiera de travailler en miroir sur des solutions pour essayer de réparer tout ça. La chute de la biodiversité. 3 chiffres qui, moi, me semblent très alarmants. C'est-à-dire que les populations de grands mammifères, vous les voyez à gauche, ont diminué, il y en a déjà qui en ont marre, ont diminué de 70% en 50 ans. Là, c'est une petite mésange. Les populations d'oiseaux ont disparu de 30 à 40%, que ce soit dans les villes ou à la campagne, en 25-30 ans. Et cette disparition s'accélère. Pour les insectes, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus exponentiel et inquiétant. Les insectes, la population a diminué de plus de 80% en 30 ans. Et ça, c'est une des grandes raisons pour laquelle moi, j'arrive plus à pêcher de truites. C'est parce que les truites n'ont plus rien à bouffer, en fait. Et c'est vrai, quand on pêche, quand on était plus petit, moi, je pêchais beaucoup à la mouche. Hop, on lançait, on voyait un gobage, et puis on lançait, puis la truite venait, hop, et mordait. Ben, évidemment, il n'y a plus d'insectes, donc il n'y a plus de gobage, donc il n'y a plus de pêche. Donc ça se voit de façon très opérationnelle, en fait, très instinctive. On peut faire ce constat-là. Et on appelle ça la 6e extinction de masse des espèces. Celle d'avant, vous savez ce que c'était? Ouais, comme ça, au pif. Hein? Oui, c'est ça, c'est la disparition des dinosaures, qui, elle, a pris plusieurs millions d'années. On dit que cette 6e extinction des espèces va 100 à 1000 fois plus vite que toutes les autres. Et malheureusement, on le verra après, mais on en est à 100% responsable cette fois. Alors, les 5 causes, et j'ai mis une petite truite là où c'est tout à fait relié à ma passion de la pêche. La première, c'est le changement d'usage des terres et des mers.
déforestation, artificialisation. Bah, évidemment, quand il y a plus de haies, les écosystèmes s'appauvrissent, il n'y a plus de haies, donc il n'y a plus de vie, et donc il n'y a plus de vie dans les rivières non plus. Vous savez, quand vous relevez une pierre dans la rivière aujourd'hui, avant c'était plein de vie en dessous, ça grouillait. On pouvait prendre d'ailleurs pour pêcher des trucs, etc. Bah là, la plupart des rivières, vous renversez la pierre, c'est lisse et il n'y a plus de vie en dessous. Surexploitation de certains organismes, bah vous connaissez la surpêche, la surexploitation des sols, etc. Le changement climatique, c'est totalement interrelié avec la chute de la biodiversité. Vous savez, ces réserves qui permettent de capter le carbone sont en train de disparaître, bien évidemment. Et dans l'autre sens, la biodiversité donc, a un impact sur le climat, et le climat, vous l'avez deviné, a un impact sur la biodiversité avec par exemple, les phénomènes d'assèchement des sols, d'assèchement des lacs, etc. La pollution des sols, des eaux et de l'air, ça c'est la première cause, par exemple, de disparition des insectes. Et puis la cinquième, c'est la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Là aussi, bon, on pourrait mettre une truite partout. Je l'ai mise aussi là, parce que vous savez, dans les rivières, aujourd'hui, il y a par exemple une espèce, quelqu'un connaît ça, dans les rivières, l'espèce envahissante la plus importante, la plus prégnante. Ailleurs, il y a le silure, ouais, effectivement, mais j'en ai pensé à un autre, je crois que je l'ai entendu par là-bas. Écrevisse américaine, voilà, qui a été introduite et qui malheureusement a remplacé les autres écrevisses, mais surtout bouffe en fait tous les œufs et toute la diversité halieutique au sein des rivières. Jusqu'à présent, pas d'énormes surprises, vous le saviez, probablement, un peu en tout cas. L'autre transformation ou dérèglement manifeste, c'est évidemment le dérèglement climatique, avec évidemment qualifié d'urgence climatique. Aujourd'hui, c'est 1,2 voire 1,3 de hausse des températures générales en moyenne à la surface du globe. Est-ce que vous savez la hausse en France? C'est pas 1,3, ouais, c'est plus. Parce que c'est pas du tout uniforme à l'échelle du globe, si vous voulez, dans les différentes régions. Vous savez combien c'est à peu près? Alors 4, là on serait pas vraiment là pour en parler. 2,3 c'est pas mal, c'est juste en dessous, c'est 1,9, 2. Enfin c'est 1,7, 1,8. Il y a des régions comme les Alpes où on est déjà à 1,9, 2 degrés. Pour vous donner une idée, si vous voulez, vous connaissez l'accord de Paris, hein, la limite qu'on ne devait pas dépasser, c'est quoi? 1,5. L'ambition, la première, c'est 1,5. Et alors 1,5, c'est des chiffres qu'on entend beaucoup. Mais je pose beaucoup de questions parce que je trouve ça plus marrant de faire un discours comme ça. Mais ça veut dire quoi 1,5 degré? Parce que bon, on ne doit pas dépasser 1,5 par rapport à quoi, par rapport à quand, etc. Ouais, en fait, en réconciliant, on va y arriver. C'est entre 1850 à peu près, donc le début de l'ère industrielle, et 2100. On ne doit pas avoir normalement une augmentation des températures à la surface du globe en moyenne supérieure à 1,5 degré. On peut dire que c'est extrêmement mal barré, puisque vous savez que les gaz à effet de serre qui expliquent ce phénomène ont été émis depuis donc des centaines d'années et restent des milliers d'années dans l'atmosphère. Et pour l'instant, on n'a pas de technologie véritable pour capter ces gaz à effet de serre. Donc ça ne va pas diminuer, il y a un effet d'inertie qui nous emmènera probablement au-dessus d'1,5, probablement au-dessus de 2 degrés. La question, c'est comment on arrive à limiter, parce que chaque degré, en fait, je ne sais pas qui disait 4 degrés, si on arrive à 4 degrés, il n'y aura plus d'humains pour en parler. Donc, il va falloir qu'on limite au maximum, et chaque degré va nous permettre de vivre mieux ensemble, et aussi de vivre mieux dans différentes régions du globe qui sont, pour certaines, beaucoup plus affectées. Il y a des îles comme les Tuvalu qui vont disparaître. En Afrique, sur les bordures, c'était évidemment beaucoup plus fort qu'ici. En tout cas, l'impact est beaucoup plus fort qu'ici. Donc c'est ça l'ambition qu'on doit se donner collectivement. Donc on dit qu'on est entré dans l'âge de l'Anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'activité humaine est ce qui a le plus d'impact sur l'évolution de notre Terre. Okay ? Alors certains disent Capitalocène, par exemple, parce qu'évidemment, tout ça est dû à nos activités économiques, à 100%. Et donc, c'est plus ce que l'on fait, comment on agit économiquement, qui génère cette transformation, malheureusement pas très positive, pour notre planète et surtout pour les humains. Alors, ce qu'il faut faire avec ça, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, vu qu'on est 8 milliards aujourd'hui, il faut essayer de trouver
j'allais dire, un nouveau système, une nouvelle organisation, pour que... ça marche ce truc-là ou pas? Je sais pas comment. Ah si, comme ça. Pour que c'est... Ouais, ça marche pas très bien. Enfin, ça se voit pas très bien. Pour que les 8 milliards d'habitants réussissent à vivre sans dépasser les 9 limites planétaires que j'évoquais tout à l'heure, il y en avait 6 qui sont déjà dépassées, tout en garantissant pour ces 8 milliards d'habitants le fait d'assurer les besoins fondamentaux. Ça, c'est un dessin qui s'appelle le donut. Si on parlait en français, on aurait pu dire un Paris-Brest, si vous voulez. L'idée, c'est de rester à l'intérieur de ces deux limites. Voilà. Si on arrive à faire ça, on est sauvé. Si on dépasse par là, on aura trop dépassé de limite, la Terre sera plus vivable. Et si on dépasse par là, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas à l'ensemble des 8 milliards d'habitants leurs besoins fondamentaux, le fait de bien vivre sur Terre. Donc, l'enjeu pour nous, c'est ça. Mais comment on y arrive? C'est ça la grande question. Et c'est ça qui, à mes yeux, nécessite de rebattre les cartes, de revoir le système, probablement d'en inventer un autre, probablement pas le même d'une région à l'autre, mais en tout cas, de remettre en question des choses qu'on a pris comme certaines depuis 50, 70, à peu près 70 ans, puisque les choses se sont accélérées après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est une théorie qui a été développée par Kate Raworth, qui était à la fois une chercheuse au MIT et la directrice scientifique d'une grande association environnementale et sociale. Je vous invite à lire son bouquin qui est simple et qui permet vraiment de se mettre en tête les grandes échelles et les grands sous-jacents de tout ce que nous avons à réformer. Ah, voilà. Alors, là, c'était la partie pas terrible. C'était la partie constat. Mais c'est quand même fondamental de faire ce constat pour voir si on est tous d'accord, en quelque sorte, avec ce constat. C'est presque le contrat qu'on se donne, ce constat de base. Alors, est-ce que globalement, ou même fondamentalement, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Ou alors plutôt, je vais faire différemment, qui, et tout est ouvert, pense qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies, ou qu'il y a des choses qu'il voudrait adoucir, ou il y a des choses qui le questionnent, en tout cas, dans ce que je viens de présenter. Bon, donc je peux continuer. Ok, super. Alors, ça c'était la partie noire, en quelque sorte, un peu amère. Mais il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Voilà. Ça marche pas. Hein, ou je suis trop impatient, ou la machine est un peu trop lente. Voilà. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Non? Oui? C'est qui? Ouais, Salgado, exactement. Et pourquoi il y a ce monsieur qui est en photo? Parce que Salgado, il a photographié, il a couvert le génocide du Rwanda. Pas très drôle. Mais il était sur cette ligne de chemin de fer où les 800 000 morts ont été commis en quelques semaines. Et lui, il a couvert ça. Et il est rentré dans sa maison, au Brésil, il est brésilien. Il a vu sa femme, il a retrouvé sa femme, il a décrit ce qu'il avait vu, et il a dit, pour moi c'est terminé. Je ne peux plus supporter de vivre sur Terre en ayant vu ça, et je ne peux plus supporter de m'engager, de continuer à faire mon métier. C'est terminé. Donc, énorme dépression. Et là, sa femme, qui ne voulait pas qu'il reste en dépression, qui voulait l'aider, a essayé de trouver une idée pour le remettre sur pied, pour lui faire croire de nouveau en l'humanité, peut-être à la beauté de la Terre. Et donc, elle a décidé de monter ça avec lui. En fait, ils ont été dans la ferme familiale, sa ferme du père de Salgado, qui faisait des centaines d'hectares et des milliers de têtes de bétail au Brésil, et qui était dans cet état-là, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire l'agriculture très industrielle avait détruit totalement les 100 hectares, sur lesquels il restait quasiment plus rien. Et en l'espace de quelques années, là on a une photo à 18 ans d'écart, c'est devenu ça. Mais c'est surtout devenu
une réserve incroyable de biodiversité sur 700 hectares, avec 300 espèces d'arbres, je vous laisse lire, 172 espèces d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un sol n'est pas mort complètement, il peut être régénéré, il peut repartir. Donc ce que l'on voit dans les constats amers sur la biodiversité, c'est une photographie à l'instant T, mais tout ça peut être fondamentalement inversé. Et c'est pareil pour la biodiversité marine. Et ça, pour moi, c'est un message fantastique. Ça veut dire que rien n'est foutu. Pour le climat, c'est sûr, mais aussi pour la biodiversité et pour le vivant. Une autre bonne nouvelle, alors ça c'est un peu plus chiant, à vrai dire, comme présentation, mais c'est le World Economic Forum. Vous savez ce que c'est? Davos, dans ce qui réunit les grands dirigeants économiques et politiques ou des ONG à travers le monde, tous les ans. C'est pas des... Pour faire simple, c'est pas des ultra-gauchistes communistes, c'est plutôt des gens très capitalistes, etc. Et qui, chaque année, publient un rapport sur les risques, une sorte de matrice des risques. Et depuis 2020, eh ben, les 5 risques les plus importants, et même le dernier, migration involontaire, c'est tout à fait relié, sont d'origine environnementale. Ce qui pèse sur la vie économique, ce qui met en risque la vie économique, c'est l'environnement, et on voit dedans aussi l'érosion de la biodiversité. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que les entreprises sont en risque si elles n'agissent pas, et qu'on sait que finalement les risques ou la pérennité des organisations et des entreprises est un facteur de mouvement très important pour nous mettre en route, et je me mets dedans parce que moi aussi je suis entrepreneur et je ne fais pas tout bien, il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience d'une part, mais que cette prise de conscience, elle est soulignée, elle est encore plus manifeste, parce que une entreprise, globalement, qui ne prend pas en compte la question environnementale, se met fondamentalement en risque. Des risques opérationnels, des risques de marché, des risques réglementaires, des risques financiers, des risques réputationnels. Ça veut dire qu'un patron d'une boîte qui ne prend pas ça en compte, mais son entreprise est en danger, est un mauvais gestionnaire. Et ce constat-là, il est relativement récent, et il est de plus en plus partagé à l'intérieur des entreprises. Voilà ce qui, pour moi, constitue une bonne nouvelle. Alors la question, finalement, elle a considérablement évolué depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Moi, quand je faisais ces conférences, ou des conférences qui s'y apparentent, il y a 10 ou 15 ans, je passais 1h30 à essayer d'expliquer ça, voire plus parfois. Et globalement, pour faire simple, c'était banane ou tomate. Et tout le monde me disait « mais non, c'est pas vrai, tu exagères, etc. etc. » Et j'ai des copains à moi qui font ça depuis 50 ans. Vous imaginez comment ils étaient reçus avec ces constats-là il y a 50 ans. Tout à l'heure, c'est pour ça aussi que je vous ai fait, vous ai interrogé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le nie. La question s'est déplacée finalement du pourquoi, pardon, au comment. Comment on agit. Et là, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Donc moi, je vais vous proposer ma vision. Vous n'allez pas être d'accord du tout. À partir du moment où on fait le constat, après les solutions, la façon de s'y prendre, j'adore qu'il y ait un débat. Je trouve ça vraiment fondamentalement intéressant. À partir du moment où la première partie, tout le monde est à peu près d'accord, disons à 95%. Donc ça a glissé du pourquoi au comment. Comment on fait pour résoudre cette question lorsque l'on sait, nous entrepreneurs, qu'on est à 80% à peu près responsable de ce qui se passe. L'activité économique est à 80% responsable du dérèglement climatique et de la chute dramatique de la biodiversité. Alors, il y a un premier tir de réponse, qui sont les avancées technologiques. Oui, bien sûr, il en faut. Oui, bien sûr, c'est nécessaire. Oui, bien sûr, sans technologie, on n'arrivera à rien. Ça peut être l'hydrogène vert, vous avez entendu parler. Ça veut dire la captation carbone, par exemple, dont vous commencez à entendre parler. Complètement d'accord avec ça. Oui, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune usine de captation carbone qui pollue moins qu'elle n'économise de carbone. Elle utilise plus de carbone pour aspirer du carbone, et donc elle en émet. Donc aujourd'hui, toutes ces solutions, qui seront peut-être utiles ou efficaces
dans quelques années, pour l'instant, ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'avion vert. Quand vous dites de l'avion vert, vous discutez avec des gens d'Airbus, ils vous disent c'est de la foutaise absolue. Il n'y a pas d'avion à hydrogène. L'hydrogène vert ne représente pas grand-chose aujourd'hui dans la décarbonation. Donc ça veut dire, comme on n'a pas le temps, puisque en attendant, le carbone continue à être émis, cette année, en 2023, on a émis plus de carbone que dans toutes les années précédentes. Donc en fait, on est toujours en train de rajouter de plus en plus de carbone. Donc cette solution, à moi, ne me paraît pas crédible. En tout cas, pas à court terme, pas dans les 10 ans qui viennent. La deuxième solution, si on va un peu plus loin, c'est par exemple la géo-ingénierie. C'est quoi la géo-ingénierie? Vous savez ce que c'est? Ouais. Ça veut dire quoi? Ouais. Exactement. C'est-à-dire comment, par la technologie, on va empêcher ou amoindrir considérablement l'émission de gaz à effet de serre, mais pas naturelle. C'est-à-dire, par exemple, on va émettre du soufre dans l'atmosphère pour faire une sorte de voile et que les rayons du soleil, qui rentrent, c'est ça ce qui fait le dérèglement climatique, enfin les gaz à effet de serre, et bien finalement les rayons du soleil ne rentrent pas dans l'atmosphère. Il y a ça, il y a le fait de, par exemple, de mettre des grands miroirs dans l'atmosphère, etc., etc. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est des techniques d'apprenti sorcier. Et je me rappelle qu'une fois, c'était il y a 2 ans dans une COP, ce qui m'avait un peu retourné, c'est qu'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle François Gemène, qui est un grand chercheur autour de ces questions-là, qui rentrait de la COP avec son accent belge tonitruant, il est marrant. Il me dit « Jérôme, je suis très inquiet pour un truc, c'est que pour la première fois dans la COP, on a commencé à discuter de ça de façon très sérieuse, tout en sachant que c'était n'importe quoi, parce qu'il y a une telle trouille qu'on n'y arrive pas, que même les grands chercheurs commencent à dire « Voilà, on va aller voir là s'il n'y a pas quand même une solution. » Bon, tout ça, vous l'avez compris, si je l'ai mis à gauche, c'est que j'y crois pas. Ce que je crois, moi, fondamental, pour y arriver, dans le comment, c'est comment on fait évoluer notre modèle. C'est comment on invente un nouveau modèle qui, peut-être probablement enrichi par ces nouvelles technologies, va nous permettre de trouver des réponses à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement de nous en tant qu'être humain, enfin qu'individu, mais aussi en tant que système, en tant qu'entrepreneur, en tant que collectif constitué, et de passer d'un système fondé sur l'extraction à un système qui a pour ambition la protection du vivant. C'est un système qui, au lieu d'épuiser toujours et encore plus j'allais dire le vivant ou la planète, comme vous voulez, ou l'environnement, contribue ou essaye d'aller dans le sens de la restauration. Ça veut dire que c'est des responsabilités nouvelles, importantes, à la fois au niveau individuel pour les hommes et les femmes, pour les entreprises et pour les États. Donc c'est un retournement, un changement, me semble-t-il, assez massif, de considérer, peut-être ce sont des grands mots, mais notre place sur Terre. Voilà. En fait, pour nous, ça consiste à se poser ces 2 questions, et qui ne sont pas vraiment les mêmes. C'est-à-dire, pouvons-nous inventer des entreprises qui ne détruisent pas, mais protègent, voire restaurent le vivant? Ça, à la limite, j'ai tendance à le croire assez facilement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va essayer des entreprises qui, nativement, comme il y avait des digitaux natifs, là, ce sera des entreprises, quand on le crée aujourd'hui, on veille à ce qu'elles soient créées dans une perspective d'impact, de respect, etc. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les 99 autres entreprises qui existent déjà. C'est est-ce qu'on peut transformer les entreprises actuelles, les petites, les grandes, quel que soit leur secteur d'activité, évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes enjeux, afin qu'elles ne détruisent pas, mais protègent, voire restaurent le vivant. Et pour moi, c'est là qu'est le défi le plus important pour nous. C'est marrant parce que ça marche de moins en moins. Voilà. Alors, il y a une bonne nouvelle.
c'est que les choses bougent, beaucoup plus qu'avant. Je ne suis pas quelqu'un de très positif, moi, d'habitude. Mais là, je dois dire que ça bouge un peu. Il y a quelques réactions depuis quelques temps, depuis 6 mois, 1 an, malheureusement. Mais quand même, on est dans une évolution où de plus en plus de gens ont compris, se sont mis en route et commencent à aller dans ce sens-là. C'est un peu emmerdant, ça, quand même. Voilà. Alors, pour ça, je voulais vous présenter assez rapidement, puis après, on viendra au modèle que moi qui me semble le plus adéquat. On a monté un projet qui s'appelle le grand défi des entreprises pour la planète. Le but, c'était, comme la Convention citoyenne pour le climat, vous connaissez tous, je suppose, ou toutes, hein, la Convention citoyenne pour le climat, créer une sorte de process un peu parallèle ou symétrique, mais pour accélérer la transition du monde économique et des entreprises. Pour ça, on a créé un écosystème très, très large de partenaires. Alors, il y avait beaucoup d'associations, de réseaux d'entreprises, de territoires, et on les a fait réfléchir pendant 6 à 8 mois dans un processus très similaire à la Convention citoyenne pour le climat. Et on a tiré au sort 100 entreprises, un représentant d'entreprise qui était là avec nous, pour que pendant 6 sessions de 2 jours, pendant 8 mois, elles réfléchissent à 100 propositions pour accélérer cette transition économique. Et vous avez vu, on a essayé de faire une répartition qui soit à l'image de l'économie française, c'est-à-dire à la fois des PME, des ETI, des grandes entreprises. Et à l'intérieur de ces entreprises, on a tiré au sort pour que ce soit un panel représentatif des forces en présence dans l'entreprise. Parce qu'évidemment, sur ces questions-là, l'intérêt d'un actionnaire, l'intérêt d'un dirigeant ou l'intérêt ou le point de vue d'un salarié n'est pas forcément le même. Donc, on a aussi tiré au sort des salariés, des dirigeants et des actionnaires pour que ce soit à peu près fidèle à ce que représente la répartition des forces contributives d'une entreprise. On a commencé par une grande consultation française pour savoir quels étaient les besoins, les freins qui empêchaient cette transition. Et ensuite, on les a fait délibérer 6 sessions de suite à travers la France sur ces questions. Et puis, on a abouti, je vous passe sous les détails, mais à 100 propositions pour accélérer cette transition. Ces 100 propositions, en fait, on les a déclinées sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Depuis, alors là c'est trop petit, mais les questions d'engagement, donc on va dire ressources humaines, RH, motivation, des questions de production, des questions de post-production, de diffusion, de publicité, de salariat, etc., etc. Et toutes ces propositions sont venues classer ici pour essayer de définir un système qui permettrait à ces entreprises de se mettre en route et et que leurs activités sur toute la chaîne de valeur soient en cohérence avec cet objectif d'1,5 degré et cet objectif de préservation de la biodiversité. Et, alors vous voyez, maintenant c'est les présente rapidement, évidemment on ne va pas présenter les 100, mais des exemples de propositions qu'on a faites. Pour être simple, 50% à peu près de ces propositions concernaient le rôle de l'État, des territoires, enfin nécessitaient l'intervention des pouvoirs publics, et 50 autres pourcents, donc 50% des propositions, pouvaient être mises en place directement par les entreprises. Donc dedans, vous avez par exemple, comme idée, comme proposition, elles sont toutes fouillées, elles expliquent comment y arriver, etc., l'intégration du directeur ou de la directrice du développement durable dans le COMEX des organisations. Aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas dans toutes les entreprises. Mais comment on peut faire pour que l'entreprise prenne les bonnes décisions si celui qui est censé représenter ces questions n'est pas intégré à l'endroit de la gouvernance où les décisions principales se prennent? Alors, sur les questions d'engagement, favoriser ou rendre obligatoire à terme la formation certifiante des administrateurs d'entreprise. Aujourd'hui,
que ce soit d'ailleurs dans les grandes entreprises comme dans les petites, je ne sais pas quel est le bon pourcentage, j'allais dire d'expérience, 70% des administrateurs ne connaissent rien à ces sujets-là. Ce qui est évidemment dommageable pour l'avenir de l'environnement, mais de l'entreprise elle-même, puisqu'on a vu que les risques sur ces entreprises que fait peser cette transition sont énormes. Eh bien, on a la majorité des entreprises où les administrateurs qui prennent les décisions stratégiques ne connaissent pas ces sujets. Avec Engage, par exemple, là, on accompagne une très grosse entreprise du luxe du CAC 40. Je ne vous dis pas laquelle. Et on a accompagné cette entreprise, on a fait naître un collectif de 200 personnes à l'intérieur de cette entreprise. Puis pendant 1 an, on a travaillé à peu près sur le même système, à faire émerger 100 propositions qui vont être mises en place pour que l'entreprise s'aligne sur ses objectifs fondamentaux. Et à la fin, on a présenté les résultats à 2 des membres du COMEX de cette boîte, que je connais par ailleurs. Et probablement, le grand directeur commercial de cette entreprise, pour me faire plaisir, ou pour nous faire plaisir, nous a dit, ils sont restés 2. Et ils m'ont dit, génial, qu'est-ce que j'ai appris? Et bien pour moi, c'était dramatique, en fait, que quelqu'un du COMEX, d'une boîte si importante, me dise qu'en 2 heures, il avait énormément appris sur le sujet. Parce que ça voulait dire qu'il n'y connaissait rien. Et ça veut dire que toutes les décisions qu'il prenait depuis 15 ans, eh ben, cette question-là, il les ignorait complètement, elle n'était pas prise en compte. Ben, ça, on le rencontre partout. Donc évidemment, la formation des administrateurs, pour moi, est fondamentale. Au niveau plus global, l'augmentation évidemment du poids des critères environnementaux dans les appels d'offres publics, ça aussi, ça devrait être automatique, ça devrait être nécessaire et classique, automatique. Bah non, aujourd'hui, à 80%, c'est pris sur le critère prix, malheureusement. Et avec la situation économique, ça ne s'améliore pas forcément. Sur le thème de la comptabilité, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la triple comptabilité, qui pour moi est la première mesure à faire si on veut véritablement que les choses bougent. Mais alors, mise à disposition d'un outil d'évaluation carbone en ligne est gratuit, parce que en fait, pour les grosses entreprises, à la limite, elles ont parfois les ressources financières et humaines pour y arriver. Les petites boîtes, et moi je dirige une petite boîte, quand on est pris par l'opérationnalité pour arriver à payer les salaires à la fin du mois, etc., on nous dit hey, n'oublie pas le carbone et la biodiversité. C'est loin d'être économique. Et puis, automatique, on n'a pas forcément l'argent à dédier à cette question-là. Donc, si on n'aide pas les petites entreprises, on n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme système, comme incitation, comme aide opérationnelle pour que ces choses aillent plus vite? Et puis, je vous ai dit, la mise en place de la comptabilité triple capitale à horizon 2030. C'est-à-dire, comment on fait pour que les entreprises soient évaluées sur leur contribution économique, sociale et environnementale, et que ça rentre dans leur compte, et que ce soit ça qui soit prise en compte, et pas simplement la création de richesses purement économiques. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez. Rémunération. Est-ce qu'on peut indexer la rémunération? Alors ça se fait de plus en plus, mais c'est encore relativement frileux, notamment des cadres ou des managers, sur l'atteinte d'objectifs qui ne soient pas purement économiques. Si on y arrive, je crois que ça fera beaucoup plus vite bouger les mentalités. Voilà. Est-ce que sur le grand défi qu'on a monté, sur ces débuts de propositions, alors vous pouvez aller sur le site internet du Grand Défi, ça s'appelle legranddéfi.org, vous pouvez télécharger toutes ces propositions qui sont explicitées une par une, les 100, qui sont classées, enfin il y a plein de trucs. Donc vous pourrez découvrir tous ces sous-jacents et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'en inspirer, à mettre ces propositions déjà en route, ce qui nous permet d'évaluer la capacité, la simplicité de les mettre en place progressivement. Est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Oui? Non? Ah si, voilà. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, Gabriel Colboc. C'est pas fini, ça va continuer. Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais une petite pour pause. vos propos jusqu'à maintenant. Ouais. Juste, avocat, une observation sur la comptabilité extra-financière dont vous avez parlé. Ouais. C'est une obligation, en fait. Je pense que vous alliez aborder ce point-là avec la directive CSRD. Donc on est déjà dans la réalité de l'impact, de la réalité de justifier ce que l'on fait. Oui. Et même si c'est uniquement les grandes entreprises qui sont tenues à ça aujourd'hui, toute la chaîne de valeur est obligée de se mettre au diapason. Donc les PME et les PMI, les ETI,
font partie, je dirais, de cette contrainte aujourd'hui qui est, à mon avis, aussi une opportunité de création de richesse et de performance, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'était simplement cette observation. Oui, vous avez raison. Après, pour l'instant, aucune entreprise n'est tenue et ne tient à jour une triple comptabilité. Ça n'existe pas. Il y a des tests qui sont faits. Alors peut-être que ça va être fait. J'ai peur que ce soit détricoté et que ce qui se passe au niveau européen comme français fasse que toutes ces mesures qui étaient en train presque d'être acceptées, ou en tout cas de rentrer dans un cadre obligatoire, réglementaire, ne soient détricotées et on les remette en cause. Et pour moi, ça, ce serait vraiment une catastrophe. Oui, une autre question là-bas. Oui, bonjour. Moi, Bonjour. je me suis occupé une fois de faire un premier bilan carbone d'une PME industrielle. Ouais. Problème numéro 1, c'est que je vais farfouiller les factures, Les datas. Ouais. les datas, et donc déjà de recueillir toutes les quantités consommées. Mais le problème, après, c'est à côté des produits de mettre l'équivalent carbone. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des factures ou finalement ou des bons de livraison où on mettrait le prix les prix, mais aussi les équivalents carbone par ligne? Je pense que c'est une très bonne idée. Peut-être qu'elle apparaîtra tout à l'heure dans les temps d'intelligence collective que vous allez faire, mais je pense que c'est une très bonne idée. Et vous pointez une autre question, enfin une autre problématique, c'est qu'à la limite ça, sur le carbone et sur la question du climat, on a cette indexation carbone sur la chute de la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que comment vous comptabilisez qu'une entreprise a détruit une réserve d'eau, une haie par son activité, en créant une route ou je sais pas, peu importe, à polluer un sol, et comment on arrive à trouver une métrique qui permette de comptabiliser ça. Donc la question de la comptabilité est fondamentale, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir cette comptabilité pour agir, ni d'avoir des métriques suffisantes pour la biodiversité pour agir. Il faut agir tout de suite, faire mieux. De toute façon, si on va dans cette direction de faire mieux, eh ben, ça ne pourra pas faire de mal à la planète. Mais vous avez raison sur votre point. Ouais, là. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Alors, je me souviens plus qui l'a dit. Je ne sais plus si c'était le Dalai Lama ou Gandhi. C'est pas moi. Mais parce que vous parliez tout à l'heure du fait que les entreprises devaient effectivement résoudre l'équation, mais qui avait dit que ou en tout cas l'entité qui crée un problème ne peut pas être celle qui le résout. Et alors comment est-ce qu'on peut pouvoir effectivement contourner ce problème? En fait, alors du coup, je suis pas d'accord avec le Dalai Lama. J'espère qu'il me parle. Alors c'est peut-être pas lui. Hein, en tout cas, c'est un grand homme de l'histoire. Qui me pardonnera. Je pense que, et on y viendra juste après, je pense que l'entreprise, si a la responsabilité, et c'est elle. Il y avait un grand homme qui était Einstein, Einstein, qui disait c'est pas aux personnes qui ont causé un problème qui vont trouver les solutions. C'est peut-être pas les mêmes, ça je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est aux entreprises, à mes yeux, de s'engager pour résoudre cette problématique, pour participer à résoudre cette entreprise, mais je n'ai pas dit qu'elles le feront seules. Si elles ne sont pas aidées, on va dire, par la sphère citoyenne, mais je la mettrai en dernier, et si elles ne sont pas aidées par l'État, accompagnées par l'État, obligées par l'État, il y a différentes façons de faire, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc je pense que c'est aux entreprises de le faire, mais il ne faut pas penser que les entreprises vont le faire seules, sans aide, sans soutien, et sans un engagement multifacette, on va dire, de tout l'écosystème duquel elles dépendent et avec lequel elles interagissent. Voilà. Paix à Albert. Une dernière question ou j'avance? Oui, là. Alors, il y a un micro, là, parce que je pense que c'est enregistré. Peut-être. Merci. Je reviens un petit peu en arrière sur le donut. Non. J'avais une question parce que les besoins fondamentaux actuellement, ils ne sont pas du tout assouvis pour l'ensemble tout à fait vrai. des habitants de la planète. Et donc, en quoi est-ce important de prendre cet aspect-là, de prendre en compte l'aspect social dans tout le projet de restaurer la planète, etc. Ouais. En fait, ça en vient à ce que tu as dit en introduction, me semble-t-il. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'avait été créée la loi Pacte, même si elle ne va pas du tout assez loin, c'est est-ce que l'entreprise a uniquement une ambition ou une mission ou une raison d'être purement économique, ou est-ce qu'elle a un devoir, chacun trouvera le mot qui lui correspond, économique, social, politique, environnemental.
Vous savez, jusqu'à la fin du 19e siècle, pour exister, c'est un ancien édit royal qui avait été édité du coup, qui disait qu'une entreprise pour se créer, ou ne pouvait se créer d'entreprise que si elle prouvait qu'elle pouvait contribuer positivement à l'intérêt général. Alors après, il faut décrire ce que c'est que l'intérêt général ou le bien commun. Je suis d'accord avec vous. Mais pour autant, ça devait être dans les statuts. Donc par exemple, la société à impact ou la société à mission, telle qu'elle est définie par la loi Pacte, en fait, revient pas forcément en arrière, mais enfin reprend certains termes de ce qui était constitutif de la création d'entreprise jusqu'à un certain temps. Et pour moi, ce sont des valeurs ou une vision, pour ne pas utiliser de grands mots, presque une éthique peut-être, qui ont été oubliées au fur et à mesure de l'avancée dans le XXe siècle. Donc c'est aussi revenir à des choses qui pourraient nous paraître évidentes. Après, c'est quoi l'intérêt général? Ça, j'avoue que chacun peut y voir. Mais pour revenir sur la partie du donut, du Paris-Brest, là. En fait, à quoi sert l'économie si elle n'est pas capable de faire se vêtir, manger, dormir, etc., les 8 ou bientôt probablement 10 milliards d'habitants de la planète? Pourquoi faire une économie si elle ne répond pas à ses besoins fondamentaux? Bon, honnêtement, je préfère rester chez moi que m'emmerder à gérer une entreprise, tous ces problèmes de management, de machin, etc., si c'est juste pour servir certains et laisser les autres dans une misère noire. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire de l'économie. Je ne vois pas l'intérêt, nous, en tant que citoyens, qu'on a à rentrer dans une entreprise si elle ne fait que ça. Franchement, et là, je pense qu'on est tous d'accord, et quand on se réfléchit en tant que personne, en tant qu'être humain, je n'ai pas envie de créer une boîte qui crée plutôt des déséquilibres que qui contribue à des équilibres. Regardez, aujourd'hui, on va être dans une... il y a eu beaucoup d'analyses, par exemple, dessus, dans le monde de l'automobile. Il y a de moins en moins de ressources. Et on produit de plus en plus de SUV, qui sont des grosses bagnoles, très polluantes, très lourdes, qui utilisent beaucoup de matière, et qui vont ne pouvoir être achetées que par un nombre très restreint de citoyens. Voilà. Donc est-ce qu'on va... Et ça, c'est vraiment le chemin qui est pris, notamment par les gros constructeurs allemands, etc. Donc est-ce qu'on veut continuer à construire des voitures pour servir un tout petit pourcent de la population qui, elle, pourra continuer à polluer et à se déplacer, et que les autres, du coup, quand il n'y aura pas assez de ressources, eux n'auront pas accès à des petites voitures, probablement partagées, on y viendra après, et qui pourront permettre à de plus en plus de personnes d'accéder à ce besoin de se déplacer. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Je n'ai pas forcément les réponses, on ne va pas forcément toutes avoir les mêmes, ce n'est pas le sujet. Mais enfin, c'est ces questions qui, pour moi, me paraissent fondamentales. Si vous voulez bien, je propose qu'on avance, parce que toutes ces questions, on va commencer pas mal à les voir après. Alors c'est quoi, en fait, cette entreprise que nous, on appelle restauratrice? C'est-à-dire qui contribue à la protection, voire, comme on l'a vu avec Salgado, à la restauration du vivant. C'est une entreprise qui respecte ses limites planétaires, donc le capital naturel dont elle dépend. L'entreprise, si elle ne s'appuie pas sur ce capital naturel, elle n'est incapable absolument de rien produire. Donc elle est dépendante à 100% de son capital naturel, et sur là-dessus qu'elle s'appuie. Donc comment elle peut respecter ses limites planétaires et respecter ses besoins humains fondamentaux, c'est-à-dire le capital humain, soit qu'il la constitue parce que c'est grâce quand même à des salariés qu'elle peut créer et qu'elle peut produire, soit parce que c'est ce capital humain qu'elle veut servir, parce que ce sont ceux-là, ses clients, par lesquels elle peut vivre. Donc en fait, l'entreprise peut-elle contribuer à l'épanouissement finalement du vivant humain et non humain, tout en continuant à faire son activité? Pour moi, c'est ça la question fondamentale. Et après, on verra qu'il n'y a pas différentes façons de répondre à cet enjeu. Donc ça définit pour l'entreprise de nouvelles raisons d'être. Décarboner, on l'a vu, c'est une évidence, sinon on arrivera à 4 degrés. Alors, on est à 37 degrés, mais c'est marrant, cette image, elle est un peu bébête, mais elle marche. À 37,2, on vit bien. À 38,2, on a un peu mal au crâne, ça fait plus 1. À 39,2, on reste au lit. C'est ce qui va nous arriver dans 20 ans si on ne fait rien du tout. À 40,2, plus 3 degrés, on est HS. Et puis je vous laisse réfléchir à ce qui se passe quand il y a plus 4 degrés. Donc, décarbonons. Deuxièmement, restaurer, protéger le vivant. Comme autre raison d'être, comme autre priorité.
Et puis coopérer. Coopérer à la fois avec le vivant, mais coopérer aussi avec les humains, qu'ils soient à l'intérieur de nos organisations ou que soient les humains que l'on serve. Donc, déjà, ça pour moi, ce sont les principes de base à respecter. C'est ça, les principes de base, à mes yeux, de l'économie de demain. Ça veut dire quoi? Si on parle de décarboner, restaurer, protéger, coopérer. Ça commence à réfléchir à toutes nos actions au long de, de notre chaîne de valeur. D'abord, j'essaie de réduire mon impact. Éco-conception, circularité, je vais essayer d'avoir moins d'impact tout en continuant à faire les mêmes activités. Je réduis dans mon usine, peu importe, dans mes déplacements. Deuxièmement, je vais dire, attends, est-ce que je ne peux pas produire différemment, mais surtout, peut-être produire moins sans casser ma valeur économique? Eh bien ça, c'est par exemple l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire, au lieu de produire pour vendre une voiture à une personne, je vais produire une voiture qui pourra être partagée par 100 personnes ou par 10 personnes. Donc peut-être que je vais dans mon activité louer les voitures et non pas les vendre. Aujourd'hui, une voiture est utilisée à peu près à 10% tout au long de sa vie, moins de 10% de son temps de vie. Donc ça veut dire que probablement on pourrait partager. C'est qu'un exemple. On en verra des exemples demain. Tout à l'heure. Le troisième niveau, c'est arbitrer, rediriger. J'ai essayé de réduire mon impact. J'ai essayé de trouver un autre modèle économique, finalement. Troisièmement, si ça, j'arrive pas à le faire ou c'est un impact qui est beaucoup trop négligeable et je sais que je continue à émettre, à polluer, etc., je vais m'interroger pour arbitrer sur la raison d'être d'une de mes activités ou de mon activité ou à rediriger cette activité pour la changer radicalement. On verra des exemples juste après. Ça s'appelle la redirection écologique. Mon activité, telle qu'elle est aujourd'hui, ne peut plus être continuée. Qu'est-ce que j'en fais? C'est évidemment la partie la plus dure. Le but de tout ça, c'est de créer des nouveaux communs et aussi de respecter les communs que nous partageons. L'eau, par exemple. On peut se poser la question, j'étais un peu en colère tout à l'heure quand je suis arrivé ici, parce que j'ai vu qu'on servait juste du coca. Peut-être que je prendrai l'exemple de Coca-Cola pour la triple comptabilité, du jus d'orange ou de l'eau en bouteille en plastique. Vous savez combien il y a de bouteilles en plastique qui sont produites par an, chaque année, dans le monde? 1 million par minute. C'est malheureusement plus maintenant. Mais 1 million par minute? Oui, ça doit être à peu près ça. Oui, pardon. Ça fait combien par an? Allez, comptez. J'ai pas ma calculette, moi. Allez, comptez. Monsieur, attention, fast-checking en direct. 1 fois 360, 5 fois 36 000. Non, ça c'est des secondes. 60 fois 360. Ouais. 100. On arrive à combien? Milliards. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. On avait le même chiffre, mais l'expression différente. Il y a 525 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année dans le monde. Il y en a moins, allez, pour être très, très, très gentil, il y en a moins de 25% qui sont recyclés. Les autres finissent dans l'océan, sous terre ou brûlés. Donc 25%. Le reste, ça fait à peu près 400 milliards, paf, qui sont émises. Oui, je veux bien avancer et prendre les questions juste après. Oui. Exactement. Et c'est bien pire pour le coca, je verrai après. Ensuite, cette entreprise, elle ne pourra y arriver que si elle travaille en écosystème. On ne va pas demander à une entreprise de résoudre toutes les questions toute seule. Donc il faut qu'elle travaille en écosystème avec son milieu, avec son territoire, avec les politiques, avec les associations locales, parce qu'elle n'a pas en plus toute cette connaissance. Deuxièmement, comment on redonne du sens et de la dignité à nos activités? Ça, c'est vraiment la dimension humaine. Du sens pour ceux qui y travaillent, et il y a un besoin de sens qu'on sent à peu près partout dans la société, et de la dignité dans la façon dont on va servir et on va apporter des produits, et ça c'est pour répondre à la question fondamentale, enfin la question des besoins fondamentaux. Donc, finalement, quelle valeur on crée et comment on la partage en intérieur, en interne et en externe. Si on répond à ces questions, on a gagné. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais si on répond à ces questions, on a gagné. Alors, on y revient tout à l'heure, mais il y a des exemples d'entreprises. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui soit vertueuse à 100%, qui fasse tout bien,
qui ait toutes les réponses, qui ait trouvé toutes les réponses aux questions qu'on se pose là, mais il y en a quelques-unes, et je les détaillerai tout à l'heure, des exemples d'entreprises qui me semblent aller dans le bon sens ou qui me semblent avoir certaines réponses aux questions qu'on se pose. En fait, ça veut dire quoi pour résumer? L'entreprise, elle a différentes façons d'agir. Soit au niveau de ses opérations, on avait tout à l'heure que c'était « je réduis mon impact ». Je calcule mon empreinte carbone, je calcule sur ma zone, est-ce que je peux arrêter de détruire des haies, des oiseaux, etc. etc. Donc mon empreinte, la perméabilité de mes sols, etc. Ça, je réduis, premièrement. Après, je vais travailler sur mon modèle d'affaires, sur mon modèle économique. Là, je vais essayer de le redéfinir. Par exemple, l'économie d'usage ou de fonctionnalité. 3, je veux rediriger. Mon entreprise va dans le mauvais sens, telle activité va dans le mauvais sens, je la supprime. Je la supprime ou je la remplace. Ça ne veut pas dire que mon chiffre d'affaires va nécessairement diminuer. Ou peut-être qu'en diminuant mon chiffre d'affaires, je peux avoir une rentabilité plus importante sur une autre partie de mon chiffre d'affaires, si je fais les choses mieux et que je pollue moins. Donc ça, pour moi, ce sont les 3 niveaux fondamentaux qu'il faut, et c'est un peu une évolution. Et évidemment, la dernière partie, qui est celle de la redirection, est évidemment la plus difficile à traiter. Comment j'arbitre? Est-ce que j'accepte d'arrêter certaines activités? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour mes ressources humaines, etc. etc. Je ne dis pas que c'est simple. Mais dans certaines activités, évidemment, si on ne le fait pas, notre impact sera beaucoup trop mineur. Hein? Ça veut dire quoi sur les changements, à mes yeux, fondamentaux qu'il faut opérer? Et ça traite, je dirais, de la gouvernance ou de l'organisation des entreprises. 1, elle doit être apprenante. Toutes ces questions-là, elles sont aujourd'hui, de moins en moins, mais quand même aujourd'hui, totalement extérieures à l'entreprise. Donc ça veut dire que toutes ces questions-là, par de la formation, elles doivent rentrer dans l'entreprise. Avant, pour diriger une entreprise, il fallait être bon en finance, en marketing, enfin vous connaissez tout ça. Aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. Donc comment, et je dirais à tous les niveaux de l'entreprise, on fait rentrer ces connaissances-là? Et par expérience, je sais que c'est de plus en plus dur. Enfin, plus on monte dans les hiérarchies, plus c'est difficile. Pour moi, c'est parce qu'on rencontre une question d'ego et une question d'intérêt. D'ego, parce que, alors j'allais dire surtout les mecs, pardonnez-moi, mais c'est un peu vrai quand même, un dirigeant d'entreprise a du mal à accepter qu'il est mauvais, a du mal à accepter qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas surtout, et qui va être maintenant jugé, en quelque sorte, sur d'autres choses qu'il n'a pas apprises auparavant, et qu'avant, il n'avait pas besoin de connaître pour bien gérer sa boîte. Dans toute sa diversité de problèmes, c'était quelqu'un qui était certainement un très bon dirigeant, mais là, ça ne suffit pas. Pas facile à faire reconnaître. Et ça, il faut à tous les niveaux de l'entreprise, parce que les solutions, elles ne sont pas uniquement au niveau stratégique, elles sont au niveau opérationnel, stratégique, dans tous les métiers. Donc, l'entreprise doit devenir une organisation apprenante autour de tous ces enjeux, et donc se remettre en cause par l'apprentissage. Deuxièmement, participative. Nous, quand on fait un projet, si un dirigeant me dit « Ok, d'accord, forme le comité d'administration et après on mettra une stratégie en place », je lui dis « Non, je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne marchera pas. » Il faut que des collectifs représentatifs de la diversité des membres de l'entreprise s'emparent de ce sujet. Les idées, elles viendront de là, elles seront appliquées là. Il y aura en quelque sorte l'équilibre ou la jonction du stratégique et de l'opérationnel qui permettra à toute l'entreprise durablement de s'occuper de ce sujet-là et d'avoir véritablement une transformation durable. Si on ne fait pas ça collectivement, je pense qu'on n'y arrive pas. J'ai eu 2 exemples encore récemment. Pareil, on avait accompagné une grande boîte, là c'était dans les parfums, je crois, de mémoire. On a travaillé pendant 1 an avec un petit collectif, mais surtout avec le dirigeant. Et du jour au lendemain, le dirigeant s'est fait virer par, c'était une boîte japonaise, par la direction japonaise internationale de l'entreprise. On voit arriver le nouveau dirigeant qui dit « Oui, je crois que pour résoudre cette problématique, on va surtout bien gérer les stocks, donc tous les autres projets, on les élimine. » Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas formé tous les autres salariés qui vont aller voir le dirigeant en disant « Non, on ne nous a pas appris ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Et qui vont mettre aussi une pression positive sur le nouveau dirigeant pour l'accompagner et continuer la démarche qu'ils avaient prise. Donc je pense fondamental que ce soit toute l'entreprise qui y participe, qui soit formée, qui agisse, qui trouve les solutions. Et donc en trouvant les solutions,
elles se les approprient, elles seront capables de les apporter. Troisième dimension aussi fondamentale, une entreprise ouverte. Ça, je l'ai répété, mais je le répète encore, c'est-à-dire qu'elle ne trouvera pas les solutions seule, elle ne pourra pas agir toute seule, c'est à l'échelle d'un territoire ou de façon beaucoup plus large que l'entreprise doit s'ouvrir, doit gérer avec d'autres organisations avec lesquelles elle n'a pas l'habitude en fait, d'interagir. Il me semble que ce triptyque est fondamental pour que l'entreprise se mette en chemin, se mette dans la bonne direction et agisse sur la transformation. Donc, l'entreprise restauratrice se donne une nouvelle mission ou une nouvelle raison d'être, transforme sa gouvernance et son modèle d'affaires tout au long de la chaîne de valeur, en faisant participer toute son organisation. Hop. Ce que ça veut dire que là, on appelle ça un peu dans notre jargon, nous, la RSE à papa, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est, me semble-t-il, renverser l'ordre des priorités. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus là pour travailler sur sa performance économique, et puis ensuite elle se dit « Ah merde, j'ai oublié le social, ah merde, j'ai oublié l'environnemental ». Non, elle travaille, elle a changé l'ordre des priorités. C'est-à-dire que l'entreprise, elle sert l'homme et le capital humain, qui lui-même sert le capital naturel. S'il n'y a pas ça, à quoi ça sert d'entreprendre? Ça ne sert à rien, en fait. Si on entreprend, et on le verra si on parle de comptabilité capital, pour détruire la planète ou pour détruire les humains, ou pour ne pas les servir, moi, honnêtement, personnellement, vous l'avez vu, moi, je préfère partir à la pêche. Hein, ça va être moins emmerdant. Et c'est ça, en fait, pour moi, et c'est ça qui est le plus difficile. C'est changer nos représentations, changer la façon dont on a été, et moi le premier, éduqué, nourri, élevé dans un système dont on s'est aperçu un peu tard qu'il était plus destructeur que contributif. Donc renversons notre façon de penser, renversons l'ordre de nos priorités. Pour moi, c'est ça la dimension fondamentale. Alors, tout à l'heure, j'ai répondu à cette question, elles ne le feront pas tout seules. Non. L'entreprise, on l'a vu, activité, gouvernance, mais il faut un appui politique. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement uniquement de la réglementation, ce qu'on entend beaucoup punitive, etc. Oui, il faut des nouvelles règles de fonctionnement. Je ne crois pas que l'entreprise changera ou que la majorité des entreprises changeront par ambition éthique. J'y crois pas. D'expérience, j'y crois pas. En revanche, il faut des nouvelles règles du jeu, il faut aussi des incitations. Les petites, il faut les aider. Certaines entreprises ont été certains secteurs d'activité qui sont fondamentalement destructeurs de ressources pour la planète. Bah, si on ne les aide pas, comment on va y arriver? Très difficile comme question. Donc je pense qu'il faut aussi des incitations. En tout cas, le rôle de l'État, des collectivités est majeur. Et puis, évidemment, le marché. Il faut que nous-mêmes, progressivement, on change nos habitudes de consommation. C'est-à-dire que si on voit des bouteilles en plastique, ben on ne les prend pas, en fait. Alors, et encore une fois, je ne veux pas avoir une posture accusatoire. Je pense que ce n'est pas du tout à nous de changer en premier. Je pense que c'est la politique de l'offre qui doit être changée. Mais il faut soutenir les entreprises vertueuses et les habitudes. Oui, normalement, je donne des fessées. Bon, moi, là, je ne le ferai pas. Mais des habitudes vertueuses. Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, ce qui s'est passé, ce qu'on appelle dans notre jargon le triangle de l'inaction. C'est-à-dire à partir pendant 50 ans ou 70 ans, en fait, toutes ces questions-là, elles sont sues par des théoriciens depuis la fin du 19e siècle, notamment dans les pays nordiques. Après, il y a eu plein d'étapes. Il y a eu la première étude très sérieuse menée par l'armée américaine qui a prévenu les dirigeants américains dans les années 53, je crois, en disant que le modèle n'est pas vertueux et ne permettrait pas je crois qu'il avait plus ou moins expliqué comme ça, mais à l'espèce humaine de perdurer. Mais ça, c'est dès 53 que l'armée américaine alerte. Ensuite, 72, il y a le rapport Meadows, des époux Meadows, qui disent qu'on va dans le mur, qu'il y a pour faire très simple, 5 grands... Non, ce n'est pas des indices, ce n'est pas des diagnostics non plus, c'est des trajectoires, en fait, pour faire simple, qui sont évaluées. Scénarii, voilà. Scénarii qui sont évalués et qui disent que si on ne bouge pas, en fait, on arrive à une chute de notre système entre les années 30 et les années 2030-2040. Le problème que l'on a aujourd'hui,
c'est qu'on est sur la trajectoire du scénario 5, qui est celui de l'effondrement. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, je ne pense pas que ça va s'effondrer, mais en tout cas, on va dans la trajectoire la pire, et tout ce que je veux dire simplement, c'est que tout ça, c'est connu depuis le 19e, et encore plus depuis l'immédiate après-guerre. Et ça, c'est dû à quoi? Pourquoi on n'a pas bougé? Il y a plein de raisons psychologiques, etc. Mais parce qu'on est rentré dans un triangle de l'inaction, on est resté dedans, on est resté bloqué. C'est-à-dire que les médias qui ne comprenaient pas, qui n'alertaient pas suffisamment la société civile n'était pas au courant. Donc ne pouvaient pas faire pression sur les pouvoirs politiques, publics ou la sphère politique. La sphère publique et la sphère politique ne pouvaient pas faire pression sur la sphère économique et la finance. Donc on restait dans un système où personne n'est véritablement au courant, personne n'est véritablement responsable, et donc le système est grippé, même si la connaissance est là. Mais la connaissance n'est pas partagée. Ce qu'on peut avoir comme lecture beaucoup plus positive depuis quelques années, depuis globalement juste l'avant ou juste l'après-Covid, c'est qu'aujourd'hui, la société civile est beaucoup plus alertée, beaucoup plus en connaissance. Donc peut commencer à faire de la pression à l'interne dans les entreprises. Il y a beaucoup de collectifs dans les grosses entreprises qui se constituent, où il y avait 200, 300, 500 personnes qui vont harceler les dirigeants en disant « non, non, ça on ne veut plus le faire ». Donc progressivement, ça veut faire évoluer les choses. Sur le pouvoir public, la sphère politique, on ne va pas rentrer dans le débat politique aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marche très bien, mais en tout cas, il y a une connaissance. Et la sphère politique peut alerter, c'est ce qui se passe au niveau européen notamment, la sphère économique, la finance, et on peut espérer que ce triangle de l'inaction, enfin c'est ce qu'on souhaite, se mue en vortex de la régénération. C'est-à-dire que chacun s'y mette et qu'on rentre finalement dans un cercle vertueux, qu'on débloque le système, et que tout d'un coup, tous ces acteurs, avec une sorte de pression que chacun met sur l'autre, eh bien, renverse ce triangle d'une inaction en vortex de ce qu'on appelle de la régénération, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, donc la petite tentative de définition, c'est l'entreprise oratrice coopère avec le vivant, humain et non humain, crée les conditions de sa résilience, évidemment, sinon elle s'arrête, et de l'épanouissement du vivant, pareil, j'aurais pu rajouter, mais ce n'est pas nécessaire, humain et non humain. Alors, pour en terminer, et puis après venir en question, 2-3 exemples. Je ne sais pas si vous connaissez Interface, c'est un fabricant de moquettes, il est souvent cité, mais enfin, il est quand même intéressant, parce que Interface, ils ont été les premiers à mettre dans cette industrie le réemploi et le recyclage de toute leur production. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un système qui non seulement travaillait au réemploi et au recyclage de sa propre activité, mais aussi l'activité de ses concurrents. Transformer les déchets en ressources, je ne fais pas de dessin, utiliser de moins en moins de matériaux et s'inspirer de ce que fait la nature. Par exemple, aujourd'hui, pour poser une moquette Interface, avant vous aviez, enfin je ne suis pas expert, mais vous dérouillez vous mettiez de la colle en dessous, etc. Aujourd'hui, ils sont inspirés du gecko, du velcro, pour pour utiliser quasiment plus de produits chimiques, et les bouts de moquette ne sont plus collés, mais sont clipsés, je ne sais pas comment l'appeler, avec un nouveau système. Le design aussi est changé, et ils sont aussi passés maintenant à l'économie d'usage, c'est-à-dire que vous n'achetez pas de la moquette pour la poser, vous louez tant de mètres carrés de moquette. Et donc, si vous faites une tâche, vous avez vu, c'est coupé en petits carrés, eh bien, ils viennent vous la changer. Et donc, évidemment, vous utilisez beaucoup moins de matière pour avoir un produit qui est plus performant, parce qu'elle est en plus elle est plus propre et plus nouvelle au long cours. Autre exemple, c'est Michelin, pour l'économie d'usage. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'entreprise qui est vertueuse, qui va que vers le bien. Ce projet, je viens de l'apprendre la semaine dernière, mais bon, j'avais laissé pour vous l'expliquer, vient d'être plus ou moins abandonné. Mais ce qu'il faisait, c'est que pour les camions, au lieu de vous vendre des pneus, ils vous vendent la location de l'utilisation d'un pneu sur la longue durée. Donc, ils le rechappent en permanence. Et là, l'impact, c'était d'avoir 30% d'utilisation de matière en moins sur la durée de vie d'un camion. Donc, ça avait quand même un gain. Et ce qui est bizarre, je ne sais pas pourquoi il a abandonné, parce que, a priori, les études qu'il menait faisaient que c'était plus rentable. Bon, d'autres considérations. Ça, c'est une entreprise toute petite qu'on a accompagnée, mais qui me semblait intéressante. Donc, elle a édité une charte très opérationnelle de c'est une entreprise qui fait de la pâte à tartiner, pâte industrielle. Et en fait,
Par exemple, là c'est l'exemple de travailler que j'ai entouré en vert avec son écosystème. Au lieu de dire à partir de demain je n'ai travaillé qu'avec des agriculteurs vertueux, etc., ils ont décidé d'investir pour aider les agriculteurs avec qui ils travaillent à se totalement réformer et aller vers un modèle d'agricole beaucoup plus vertueux. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça fait travailler tout l'écosystème et on ne travaille pas comme d'habitude avec les bons et puis les autres, on les laisse rester dans leurs pratiques, on va dire, moins vertueuses. Autre exemple aussi, Rossignol. Eux, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont par exemple, évidemment, commencé à fabriquer des skis qui utilisaient moins de produits chimiques, donc à réduire leur impact. Et puis après, ils se sont dit, est-ce que cette activité du ski, elle va perdurer? Donc est-ce que je vais continuer à avoir cette branche d'activité dans les années qui viennent avec la fin des précipitations neigeuses, etc., et la fin de certaines stations de ski? Et est-ce que je ne ferais pas mieux d'arrêter? Et donc ils ont commencé à penser une nouvelle activité qui est l'activité outdoor l'été, et à progressivement tabler sur l'arrêt de la fabrication de skis. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que ça va peut-être artificialiser d'autres coins de la montagne l'été, etc. Donc, il faut évidemment penser toutes les externalités positives et négatives dans le temps. Mais enfin, c'est une entreprise qui a pris en compte les phénomènes scientifiques, les analyses scientifiques, en se disant « et si je repensais fondamentalement toute mon activité ?» Voilà. Et puis après, je vous présenterai ça peut-être après, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va essayer de mettre en place dans la région. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, des remarques, des envies de frapper, enfin je ne sais pas ce que vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord. Oui? Peut-être dans le contexte international, là on a beaucoup parlé d'entreprise, on pense aussi beaucoup à nos PME qu'on a sur le territoire. Oui. Dans un contexte international, je pense à une filiale américaine où le président, le président de la filiale française, a juste une pression énorme parce que la société est cotée à la bourse à New York et malheureusement, il n'a pas les cousées très franches. Il a un bon état d'esprit, il voudrait, mais dans le triptyque que vous avez dit, donc l'athlète d'homme d'entreprise, enfin non, donc, il est lui dans la pression américaine financière, on va dire comme ça. Tout à fait. Ce n'est pas simple, ce n'est pas un négatif, mais même avec beaucoup de bonne volonté, le contexte international, en gros, fait que ce n'est pas simple au quotidien pour des bonnes volontés. Je suis complètement d'accord. C'est ce que j'avais dit, c'est la même chose avec les Japonais avec qui j'ai travaillé finalement. Je n'ai pas tellement de réponse à ça. Il y a un travail de long terme à mener, il y a un travail de persuasion, et puis à un moment, nous on en voit beaucoup, des gens qu'on a accompagnés dans des grosses boîtes, et qui à un moment s'en vont en disant bah, là je peux rien faire, ou là je suis pas assez utile, ou là j'ai tout essayé mais j'y arrive pas. Donc ou je pars à la pêche, ou je vais dans une autre entreprise, pour essayer d'apporter là où je serai le plus utile. En fait, moi je me pose pareil la même question pour moi. Parfois je me dis, tiens, là où, parce qu'on s'essouffle à faire ces métiers-là. Et c'est pareil quand on est à la pointe d'une entreprise, à la tête d'une entreprise, qu'on a essayé pendant 10 ans, on a laissé sa santé, son énergie, sa joie, etc. Donc à un moment, peut-être qu'on aura plus d'impact à aller dans une autre entreprise et à faire les choses avec plus de joie, plus de facilité, là où on sentira que ce qu'on a apporté est plus apprécié que dégommé. Voilà. Il y a des endroits où il me semble aujourd'hui impossible d'agir. Et malheureusement, peut-être pour avoir une autre réponse à ça, en Europe et en particulier en France, on est quand même dans une évolution assez vertueuse, alors que dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, ces questions-là dans les entreprises sont quand même beaucoup plus en retrait, aussi sur les questions réglementaires. Donc voilà, peut-être qu'il faut un moment aller là où on arrêtera de se faire des ulcères quand même. Autre question ou remarque? Oui. 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 Ah bah ça c'était une très bonne question. En fait, ce que ça a donné, c'est que globalement, l'activité économique au niveau mondial a à peu près ralenti de 6% pendant le Covid. Ouais, mais ces 6%, c'est ce qu'il faut faire chaque année.
Bah, ça, c'est ce qu'on disait il y a 2 ans. Malheureusement, comme ça continue à augmenter, c'est dû passer à 7%. Donc en fait, pour donner quand même une idée de l'ampleur, pour rester dans les 1,5 ou 2 degrés, il faudrait qu'on ait... Je ne vais pas le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, il faudrait un bon petit Covid tous les ans. En fait, c'est vraiment la même échelle de transformation qu'il faut effectuer et de transformation, de ralentissement, comme vous voulez, pour qu'on arrive à tenir les engagements qu'on s'est donnés. Pardon ? Alors, c'était énorme, ça dépend, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités économiques qui ont continué exactement comme avant. Tout ne s'est pas arrêté, si vous voulez. Mais en tout cas, enfin, je vous dis vraiment, c'est exactement la même ralentissement qu'il faut avoir et le même ordre de ralentissement de l'impact qu'il faut avoir tous les ans. Mais c'est pour ça que désormais les scientifiques sortent un peu de leur bureau en disant là, il faut agir, les enfants, sinon on n'y arrivera pas. Parce que c'est de cette ampleur-là la transformation qu'il faut mener. Voilà, malheureusement. Oui ? Donc finalement, vous parlez de décroissance. Alors, j'aime pas... Alors, non, je vais répondre à cette question, et je vais vous répondre à cette question après, et je parlerai de tricompatibilité si vous voulez bien. Et je vous inviterai après à plus boire... Ça, c'est une blague, mais bon, bref. Je ne parlerai pas de décroissance, je parlerai de, si vous pouvez permettre un mot un peu, mais d'accroissance. C'est-à-dire de se poser la question, non pas de décroître, ça ne veut rien dire décroître. Croître ou décroître, ça ne veut rien dire. Moi, je suis pour la croissance, mais pas n'importe quelle croissance, en fait. Donc si vous me dites qu'il faut que le PIB continue à augmenter, je peux vous répondre oui, ou je peux vous répondre non. Ça ne voudra rien dire. Donc en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire croître, et pour arriver à comprendre ce qu'on veut faire croître, comment on mesure l'impact de nos activités. Et c'est là que cette question de triple comptabilité et par exemple de Coca rencontre compte. Donc si vous voulez, je prends 2 minutes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 500 millions. Alors à peu près, Coca de mémoire, c'est 72 milliards de CA, vous pouvez fact-checker, mais les chiffres n'ont pas grande importance, et je crois que c'est valorisé 270 milliards de dollars, ok, à peu près. On va dire ça comme ça, on s'en fiche. Sur un plan social, l'obésité aux États-Unis coûte 200 milliards à l'État américain par an, en frais de santé, etc. Coca-Cola est à peu près ce qu'on dit responsable d'une vingtaine de % de tout ça. Donc rien qu'aux États-Unis, 40 milliards. Vous pouvez le mesurer à l'échelle internationale, où parfois même on donne du coca à boire aux petits-enfants parce que ça coûte moins cher que du lait ou que de l'eau. Bon, vous dites, à l'échelle de... Allez, mettons que c'est 100 milliards. Et ça va être beaucoup plus. Au niveau environnemental, Coca-Cola est responsable de 20% de la production de bouteilles en plastique à travers le monde, le groupe. Donc sur les 500 milliards... Donc ça doit faire 100 milliards, si je ne m'abuse. D'accord ? 100 milliards, donc comme il y en a 20% maximum qui est traité, il y a 80 milliards de bouteilles de coca qui finissent dans l'environnement. Si vous prenez le stress hydrique, l'eau, Coca n'a jamais démenti ces chiffres. Pour produire toute la chaîne de valeur, depuis fabriquer le produit chimique qui est à la base, fabriquer les bouteilles en plastique, les faire venir, mettre du coca dedans, les livrer, etc. En moyenne, pour une bouteille de 0,5 litres, c'est 35,8 litres d'eau. Si vous prenez tous ces chiffres sur l'impact social, humain, sur l'impact environnemental, je ne vous parle pas évidemment de l'impact sur le climat, je n'ai pas le chiffre, je ne le connais pas. Combien ils émettent de tonnes chaque année, je ne sais rien. À votre avis, je vous pose la question, combien vaut Coca-Cola ? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une création d'activité économique, donc de richesse économique. Mais si on prend tous ces chiffres en compte, combien vaut Coca-Cola, à votre avis ? C'est valorisé 270 milliards. Ça vaut combien ? Valeur négative ? Ouais, on est d'accord. En fait, vous voyez bien que c'est ça où est le problème. C'est qu'aujourd'hui, Coca-Cola, malgré l'impact négatif qu'il a sur la société, s'il y en a qui travaillent chez Coca-Cola, j'en suis désolé, c'est pas personnel ce que je dis. On pourrait peut-être parler de Nestlé sur la production de bouteilles d'eau, enfin peu importe, ou d'autres activités. Si
la véritable valeur économique de Coca-Cola n'est pas prise en compte et qu'on continue à investir les fonds de pension, les machins, dans Coca-Cola, on se rend bien compte qu'on ne peut pas changer l'économie, donc on ne peut pas changer la façon, le système dont il est organisé, donc avoir une réforme fondamentale et nécessaire du système. Donc la réponse que je vous donne, c'est si on ne met pas, je ne sais plus ce qu'était votre remarque, mais j'ai dévié un peu, mais pour moi c'est ça la réponse, c'est si on ne compte pas ce qui compte, si on n'a pas un système qui permet de comprendre ce que c'est que la création de valeur avec un S, le prendre en compte et de dire, bah, du coup, ah oui, c'était le PIB, la croissance, faire croître Coca-Cola, je dis non à 1000%. Faire croître l'activité d'une entreprise qui, elle, contribue positivement ou prendre en compte le travail des éducateurs, prendre en compte le travail de je sais pas quoi et qu'on ait plus d'hôpitaux, plus de je sais pas quoi, oui. Donc si on prend ça en compte, bah, on peut faire de la croissance. Mais en fait, qu'est-ce qu'on mesure? Donc qu'est-ce qu'on veut faire croître? C'était Edgar Morin qui, vous savez, a eu tout un débat pendant le Covid sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel à nos yeux, pardon? Qu'est-ce qui contribue? Qu'est-ce qu'on mesure? Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire croître? Et qu'est-ce qu'on veut laisser décroître ou mourir? Donc, la décroissance, j'en veux pas. La croissance, j'en veux pas. Je veux de la, je sais pas comment dire ça, la croissance utile et positive. Et là, si on arrive à trouver une façon de mesurer et de valoriser ce qui est utile pour la société, pour ses besoins fondamentaux, en restant dans ses limites planétaires, on peut parler de croissance, même de super-croissance. Moi, je serais ravi qu'il y ait de la super-croissance. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne mesure pas les bonnes choses. Donc, tant qu'on ne change pas ça, il ne faut pas cette croissance-là, en fait. Oui, mais qui peuvent être totalement limités. Je ne pense pas, et c'est pour ça que moi, je ne parle pas d'entreprise régénérative. Je trouve que c'est un abus de langage. Et je ne suis pas d'accord avec employer ce mot-là, parce que je pense que toute activité a un impact sur l'environnement. Donc je ne dis pas qu'on n'aura pas d'impact, et on peut se permettre d'avoir un impact sur l'environnement. Le tout, c'est de restreindre au maximum cet impact, et pour rendre compte, c'est une question d'équilibre, une question de justesse. Comment on fait les choses et comment on les fait du mieux possible. Donc je vous demande pas, tout ne va pas basculer du jour au lendemain. Mais déjà, pour répondre à cette question de croissance, mettons en place ce système qui permet de mesurer de façon le plus juste possible. Et c'est pas compliqué en fait à comprendre. Il y a des lobbies fondamentaux. Il y a une série d'ailleurs qui est marrante sur Arte en ce moment, enfin qui est passée depuis quelque temps, qui s'appelle Parlement. Vous l'avez vu ou pas? Il y en a qui l'ont vu, mais qui traite que de ça. C'est-à-dire comment tout d'un coup il y a un lobby d'intérêt général qui se met en place, appuyé par un député, je crois suédois, un peu farfelu, qui veut absolument se battre pour mettre cette comptabilité tricapitale en... Donc c'est marrant qu'un média comme Arte, qui est quand même plus ou moins grand public, s'empare de ce sujet-là, produise une série. Bon, et là, il faudrait que tout le monde la voie et se dise « Ah bah oui, merde, c'est une évidence. Enfin, si on ne change pas ça, ça ne sert à rien de continuer à se battre pour changer le système, parce que c'est ça qui est à la base du système, cette question de compta. » Une dernière question, cher maître, cher président. Là. Attendez, on va vous donner le micro. Merci beaucoup. Si je simplifie à outrance, alors on devrait demander à Coca-Cola de verser, enfin de vendre sa bouteille de 500 millilitres 15 €. Comme ça, avec la différence de prix, on pourrait soigner la santé. Enfin, je veux dire, je fais une caricature. Non, c'est pas pour qu'elle rembourse sa dette sociale, qu'elle crée, qu'elle rembourse la dette de santé, etc. Alors, donc, l'idée, c'est, mais comment on fait pour... comment on fait sinon? Si c'est pas, c'est pas par les sous, quoi. Alors, il y a plusieurs systèmes. On peut mettre une taxe environnementale, voilà, par exemple. Comme il y a des taxes à l'entrée, etc. Donc, vous verrez, si vous y allez, si vous avez le courage d'y aller, dans les propositions de Grand Défi, il y avait effectivement un barème en fait environnemental, et il y avait une taxe ou à la valeur ajoutée, mais ça va plutôt faire payer les citoyens, mais en tout cas une taxe ou à la production, etc., qui soit supérieure. Sur Coca-Cola, moi je ne suis pas très favorable à ça. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez produit, que vous avez détruit, c'est produit et détruit. Donc je serais plutôt... alors là, on va rentrer dans un débat sur la liberté d'entreprendre, etc. Sur
pourquoi pas une interdiction d'opérer. Une entreprise qui est trop néfaste pour la société, pourquoi finalement on l'autoriserait à continuer à avoir son activité? Pas forcément. Mais pour arriver à ça, il faut pouvoir le prouver. Mais vous voyez, par exemple, Total. Je prends un autre exemple qui est un peu caricatural. Total, aujourd'hui, on sait que Total ou toutes les grandes entreprises du pétrole, des énergies fossiles, pour qu'on reste dans les 1,5-2 degrés, il faut qu'ils laissent 80% de leurs réserves dans le sol. Si on produit, on utilise et qu'on diffuse ces 80% d'énergie fossile qui sont dans leurs réserves, dans leurs capitaux, dans l'atmosphère, c'est foutu. Bon, comment on va faire? Donc il y a plein de grands économistes qui réfléchissent à ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va interdire l'entreprise? On va arrêter. Bon, est-ce que c'est possible alors qu'on est tous dépendants du pétrole encore aujourd'hui? Tout ce qui est aujourd'hui autour de nous a été fait avec du pétrole. Est-ce qu'on va payer les actionnaires? Est-ce que c'est juste de les rémunérer pour leur investissement? Et qui va payer? Nous, citoyens, à travers nos impôts? Les États? Quels États? Bon, pareil, c'est les citoyens, c'est les impôts. Qui va payer? Les entreprises qui possèdent le capital? Les entreprises dans lesquelles il y a les réserves dans le sol? Donc toutes ces questions sont sur la table aujourd'hui, mais pour beaucoup de ces questions qui sont fondamentales, on n'a pas forcément la réponse. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas sur... Il y a la taxation, mais j'irai plutôt... C'est-à-dire, c'est comme on dit, on produit, et puis après, on compense. Non, vous savez que la plupart du temps, la compensation carbone, quand on plante des forêts, etc., il y en a beaucoup qui servent à rien du tout, parce que les forêts brûlent avant qu'elles ont absorbé suffisamment de carbone, etc. Donc pour moi, c'est plus une question d'arriver à empêcher, après vous mettez ce que vous voulez derrière, ces entreprises de continuer à avoir ces activités, parce qu'on le sait qu'elles sont fondamentalement néfastes. Ah Je ne savais pas que Coca-Cola était un sponsor de cette journée. Bien. Merci Jérôme. Voilà. Je m'arrête là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vais juste dire un petit truc. Ça, c'est pour vous. Voilà, chacun a ses limites. Non, et je dirais que ce qui est très important, en fait, c'est que là, il y avait des grandes idées, plus ou moins, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que, en fait, chacun doit trouver son fort intérieur, dans son organisation, des solutions qui sont adaptées à sa propre entreprise, à son état, etc. Et donc, c'est pour ça que les ateliers que vous allez faire maintenant sont, à mes yeux, les plus fondamentaux. Donc, allez-y, participez et trouvez plein d'idées. Merci pour la transition. Voilà. Je vous demande... Bravo. Messieurs, dames, juste avant de vous lever, je vais vous annoncer un petit peu la suite des événements. Merci du coup à tous d'être présents déjà aujourd'hui. Et puis pour continuer, j'espère que vous avez apprécié ce premier temps de conférence. On va vous proposer effectivement d'aller phosphorer autour de ces grandes idées, mais surtout d'aller travailler sur du concret. Donc il y a un atelier qui est prévu à 16h45, donc c'est dans la salle des examens, c'est-à-dire dans le hall d'entrée. Vous aurez des personnes qui vont vous indiquer où c'est. Ensuite, à partir du coup de 18h30, il y aura une clôture joyeuse dans le hall de l'IUT. Donc un temps festif pour pouvoir partager notre retour d'expérience sur la journée. Et ensuite, on finira, attendez, vous irez voir après. On finira à 19h avec la soirée festive et les distributions de récompenses sous le chapiteau. La soirée festive aura lieu sous le chapiteau. Je répète, on a un plan B. On devait le faire du coup au Lollipop, c'est ce qui était marqué, mais on sera sous le chapiteau. Donc rendez-vous à 19h sous le chapiteau pour fêter cette fin de journée. Et avant tout, vous allez du coup pouvoir découvrir ce qui vous attend, parce qu'on entend des choses bizarres. Et ensuite, vous avez la possibilité de vous restaurer. Il y a des petites crêpes avec un food truck à l'extérieur et des panières de fruits à la cafétéria. Voilà. Et ensuite, rendez-vous à 16h45, du coup, pour les ateliers. Et en parallèle, il y a une visite de l'IUT aussi à 16h45 et à 17h30, sur ceux qui n'iraient pas aux ateliers. Et enfin, le dernier message très important, et après je vous laisse la parole, Jérôme, n'oubliez pas de laisser, quand vous partez de Haguenau, en tout cas de Factory, vos badges dans les cartons qu'on a mis à disposition un petit peu partout. Merci en tout cas et à plus tard. Voilà.
Et je rajoute, je suis désolé, sinon je vais me faire engueuler par mes équipes, on lance un grand défi des entreprises pour la planète sur le territoire Grand Est à partir de septembre avec plein de partenaires. Et donc si vous êtes intéressé, venez me voir, vous enverra aussi des mails pour refaire cette trajectoire de transformation, mais à l'échelle de vos entreprises et du territoire du Grand Est. Voilà, ciao. Et dernière chose, n'oubliez pas de prendre des photos. Vous avez un photomaton en bas, donc allez-y, prenez des photos, les souvenirs, c'est important.